Quant au Premier ministre chef du gouvernement Birji Rafini, il a pris part ce matin aux côtés de la Première Dame, Dr Lalla Malika Issoufou, à la cérémonie d'inauguration de l'esplanade de la Grande Mosquée de Niamey. Il s'agit d'un arboretum constitué de diverses espèces forestières locales réalisées grâce à l'engagement de la Première Dame, Dr Lalla Malika Issoufou, présidente de la Fondation Tattali Iyali. Une esplanade baptisé Arboretum Cheikh Djabri Ismaël. Compte rendu Rahilat Cheibou et Suleiman Boubacar. La devanture de la Grande Mosquée, il y a 2 ans de cela, était un endroit insalubre, donc contraire aux préceptes religieux. Une situation qui a mené la Première Dame, Dr Lalla Malika Issoufou, à prendre l'engagement de faire de cet espace un cadre de vie agréable. Cette esplanade, dont les travaux d'aménagement ont duré plus de 2 ans, s'étend sur une superficie de plus de 4 hectares. Un arboretum spacieux, l'un des plus grands d'Afrique de l'Ouest, avec plus de 60 espèces différentes d'arbres représentatifs du biome sahélien à valeur écologique, économique, sociale et culturelle. Cette œuvre est l'expression de la volonté de la Première Dame, Dr Lalla Malika Issoufou. L'objectif était de créer d'une part un espace récréatif embellissant et d'autre part la promotion et la conservation de la diversité biologique nigérienne fortement menacée de disparition. Pour réussir ce challenge, il y fallu innover, notamment en créant toutes les conditions favorables pour un bon développement végétatif et une croissance optimale des plantations, mettant en place des trouaisons de 4 à 6 mètres de profondeur pour recevoir les jeunes plants et en utilisant des boosters de croissance. Oui, il aurait fallu innover aussi en mettant en place un système de jets d'eau pour maintenir un microclimat favorable, en érigeant un château d'eau muni de système d'irrigation, en posant du pavé sur toute la superficie et en assurant le suivi régulier et l'entretien sylvicole des plantations. Ce cadeau dédié à la jeunesse nigérienne en général et à la ville de Niamey en particulier par la Fondation Tattali Iyali sera un lieu d'éducation environnementale pour découvrir et apprécier la biodiversité végétale de notre pays. Ce projet comprend en plus de l'arboretum un système de jet d'eau, un château d'eau muni de système d'irrigation et un mur de protection. Ainsi, il constitue en cela une fierté nationale et une lueur d'espoir pour la reconstitution de la biodiversité du pays, un vœu cher à la Première Dame, Dr Lalla Malika Issoufou, à travers sa fondation Tattali Iyali. Comme vous le savez, le Niger recèle d'importantes potentialités biologiques avec plus de 2000 espèces végétales, recensées dans les années 70 et 80. Aujourd'hui, près de la moitié de cette biodiversité a disparu ou est en voie de disparition en raison des effets des changements climatiques d'une part, et d'autre part, des actions anthropiques d'une population en constante croissance. Il y a alors urgence à agir. Se tenant compte de cette nécessité que la Fondation Tattali Iyali a entrepris cette opération originale qui consiste à créer un arboretum constitué essentiellement d'espèces forestières du Niger à la devanture de la Grande Mosquée de Niamey. Je dois préciser que la plupart de ces arbres n'ont pas 2 ans d'âge, ce qui prouve que cette opération a été un succès remarquable. Il y a 1 an disparaissait Cheikh Djabri Ismaël, président de l'Association islamique du Niger et imam de la Grande Mosquée. Cet illustre intellectuel musulman a marqué l'histoire de notre pays par sa tempérance, sa connaissance de la science islamique et sa contribution au dialogue, à la paix et à la cohésion sociale. Pour ce qu'il a fait pour le Niger, nous lui devons beaucoup. C'est pourquoi, à la mémoire de cet illustre fils du Niger, il a été décidé de baptiser cette esplanade Cheikh Djabri Ismaël. Chacun de nous est appelé à cette esplanade non seulement pour honorer la mémoire de fait Imam Djabri, mais aussi pour que nous disposions d'un capital biologique dont l'intérêt économique, environnemental, alimentaire et médicinal n'est pas à démontrer. Le coût de la réalisation de cet arboretum baptisé Esplanade Cheikh Djabri Ismaël, en mémoire à l'illustre disparu, reconnu par sa sagesse, est estimé à plus de 900 millions. Cette action de Lalla Malika Issoufou est fortement appréciée par le Premier ministre chef du gouvernement, Birji Rafini. C'est un investissement plus que utile, on va dire.
puisque non seulement il sert les générations d'aujourd'hui, les générations futures, mais aussi à l'au-delà. Je pense que la récompense sera grande pour les initiateurs et pour ceux qui vont l'entretenir surtout. J'insiste beaucoup sur l'entretien de cet espace dédié à un homme que nous aimons tous et qui repose actuellement en paix, Inch'Allah. Nous souhaitons en tout cas toute la miséricorde d'Allah. Donc l'entretien, nous allons devoir demander expressément au ministère de l'Environnement de mettre en place un dispositif en lien avec la grande mosquée, avec les autorités de la grande mosquée. C'est leur responsabilité aussi. Il faudrait un dispositif d'entretien, de maintenance pour soigner et entretenir cet espace vital qui est formidable pour la ville de Niamey. Auparavant, le gouverneur de la région de Niamey a rendu un hommage mérité au président de la République Issoufou Mahamadou et à la première dame Dr Lalla Malika Issoufou pour les multiples initiatives qui concourent au bien-être des populations nigériennes en général. Notez que l'aménagement de l'esplanade de la grande mosquée n'est que la suite logique des actions menées par Dr Lalla Malika Issoufou. Il vous souviendra que la fondation Tatali Iyali a financé la rénovation de la grande mosquée avec notamment la reprise de la peinture, la tapisserie à l'intérieur, l'extension de la mosquée des femmes et la climatisation. Des œuvres de bienfaisance et d'intérêt général dont les récompenses sont énormes et éternelles. Toujours à la primature, le Premier ministre chef du gouvernement, Brigitte Raffini, a reçu en audience cet après-midi l'ambassadeur de la République populaire de Chine au Niger, Zhang Lijun. Le Premier ministre chef du gouvernement, Brigitte Raffini, a aussi présidé cet après-midi la réunion du comité interministériel de la gestion de la riposte à la pandémie du coronavirus. La vaccination de la COVID-19 qui sera bientôt lancée au Niger était au centre des discussions. Nous y reviendrons au cours de nos prochaines éditions. Tendance Covid-19 au Niger, les résultats des examens virologiques de ce jour 25 mars 2021 se présentent comme suit. 9 cas positifs, tous de sexe masculin, dont 8 chez les demandeurs de tests PCR Covid-19 pour voyage et 1 chez les alertes sur 187 tests réalisés à la Covid-19. Ces cas positifs se repartissent comme suit. 5 au niveau de la région de Niamey, 1 au niveau de la région de Maradi, 1 au niveau de la région de Difa, 2 au niveau de la région de Zender. Aucun décès enregistré ce jour. À ce jour, sur 87 455 personnes testées, 4 964 sont déclarées positives à la COVID-19, parmi lesquelles 4 569 guéris, 185 décès, 210 cas actifs, 52 en hospitalisation, dont aucun cas en réanimation. Le gouvernement attire l'attention des populations sur le fait que le virus circule fortement au niveau communautaire avec de plus en plus de cas présentant des signes souvent graves. Aussi, le gouvernement invite la population au respect strict de toutes les mesures prises, le port de masque, le lavage des mains à l'eau et au savon et l'utilisation du gel hydroalcoolique doivent être strictement respectés en toutes circonstances. Pour toute information, appelez le 15 ou le 93 59 18 02. Le Premier ministre chef du gouvernement, Brigitte Raffini, a présidé hier dans l'après-midi au Palais des Congrès de Niamey la réunion du Conseil d'orientation du plan de développement économique et social PDS. C'était une occasion de présenter aux parties prenantes et aux partenaires le bilan de 4 années de sa validation. Oumou Jamila Moudachourou et Issaka Issa.
Cette réunion, présidée par le Premier ministre, chef du gouvernement Brigitte Raffini, président du Conseil national d'orientation du plan de développement économique et social, PDS, vise à faire le bilan de 4 ans de mise en œuvre en vue de sa validation. Le Conseil national d'orientation a en effet été institué il y a de cela 4 ans avec la mise en place d'un dispositif pour son évaluation périodique en vue d'assurer la bonne exécution du PDS. La réunion était donc une opportunité pour les parties prenantes et les partenaires de suivre une présentation du rapport de mise en œuvre du PDS, d'échanger et d'enrichir le document et enfin de procéder à sa validation. Le plan 2017-2021 n'est pas à son terme. Il va falloir l'évaluer à la fin de l'année 2021. Nous ne serons pas là, mais ce que nous sommes en train de faire aujourd'hui permet donc de recommander et d'avoir toute la dynamique qui permettra de réaliser cette activité d'évaluation du PDS 2017-2021. Et là, ça serait donc une activité réalisée à 100%. Mais en même temps, il faut élaborer le nouveau plan. Il ne faudrait pas attendre la fin du plan actuel pour commencer l'élaboration du prochain plan. Et c'est également une étape qui va devoir être signalée aux nouvelles autorités pour qu'elles s'y prennent à temps et que, en prolongement de ce qui vient d'être analysé, examiné et dont on vient de faire le bilan, pourra effectivement leur permettre d'élaborer le prochain plan quinquennal. Donc ce sont les étapes qui me semblent importantes à souligner, puisque l'État est une continuité. Notre expérience de planification ne doit pas connaître de rupture, et c'est ça un peu notre souci, le souci qui nous a guidés à faire vraiment le point de là où on s'est arrêté pour permettre aux nouvelles autorités de poursuivre dans la même lancée. Voilà l'objet de cet exercice. Nous laissons également, je pense à ceux qui vont suivre, cette expérience en matière de suivi et d'évaluation des plans de développement. C'est extrêmement important. Non seulement il y a ces résultats et cet impact, mais il y a cette pratique, cette expérience en termes d'élaboration, d'évaluation des plans que le pays se donne dans la gestion de son développement. Et à ce titre, je voudrais, comme l'ont fait certains, remercier et féliciter toutes les équipes, qu'elles soient les cadres nigériens comme les partenaires au développement qui nous accompagnent. Je voudrais les féliciter pour ce travail laborieux qui a été mené avec beaucoup de détermination et beaucoup de qualité aussi. Un bilan salué par les partenaires techniques et financiers qui ont réitéré leur engagement à poursuivre leur appui. Les chefs d'agence du système des Nations Unies avec nos partenaires, nous nous penchons dès à maintenant sur la coordination de notre apport qui devra s'articuler sur un nouveau plan de développement économique et social sur lequel que vous avez annoncé, sur lequel vous allez même proposer une note conceptuelle d'orientation, si vous voulez, au niveau gouvernement. Et je souhaite bien vous accompagner dans cette réflexion, surtout pour m'assurer qu'il y ait adéquation de vos attentes quant au système. Le plan de développement économique et social 2017-2021, faut-il le souligner, est mis en œuvre à travers cette pôle sectorielle, à savoir la transformation du monde rural, la transition démographique, santé, éducation, formation, les infrastructures et équipements, l'hydraulique et l'assainissement, le secteur privé, la gestion du développement et la gouvernance.
Une mission conduite par le chef d'état-major des armées a effectué ce matin une visite dans le canton d'Anzourou, région de Tillabéri, où des bandits armés ont perpétré une attaque ayant fait 13 morts. Nous y reviendrons dans quelques instants. Fin cet après-midi du forum sur la paix et la stabilité des pays du Sahel et du lac Tchad qui a débuté ses travaux hier à Niamey. Il s'agit d'une rencontre internationale qui a réuni tous les experts concernés par la question. Plus de précisions avec Rahilat Cheb et Mohamed Soumana. Ce forum sur la paix et la stabilisation des pays du Sahel et du lac Tchad qui vient de s'achever cet après-midi a été l'occasion pour les personnalités et autres experts présents à la rencontre d'échanger et de proposer des stratégies pour mieux répondre aux besoins essentiels des populations des zones concernées. Ceci à travers des programmes de stabilisation articulés selon une réponse militaire et sécuritaire adaptée aux défis du moment. Les participants à ce forum ont par ailleurs formulé des recommandations très pertinentes. Au niveau opérationnel, le déploiement et l'activité des forces de défense et de sécurité a notamment vocation à créer des rapports de force favorables en affaiblissant les groupes armés terroristes afin de les vaincre tactiquement. Cela doit prendre en compte la rupture de la chaîne d'approvisionnement et des circuits de financement qui alimentent ces groupes, financement local, régional, endogène, tout comme externe. Le rôle de la chaîne pénale dans le traitement de cette forme d'insurrection recourante à des modes d'action terroristes a également été évoqué, un peu tardivement mais de manière très importante, je pense, par l'un des derniers intervenants cet après-midi. Mais c'est bien nos politiques de trouver en définitive une solution pérenne avec les différents acteurs et de mettre en place les solutions globales pour la reconquête progressive des zones perdues et la stabilisation des zones qui sont actuellement menacées. Au plan opérationnel, donc, certaines recommandations extrêmement pratiques ont été formulées dans cette salle, notamment l'importance de poursuivre sur le plan sécuritaire l'autonomisation des forces africaines, notamment dans le cadre de la force conjointe du G5 Sahel, mais également à travers des approches spécifiques aux forces nationales. Il a été rappelé l'importance donc des mécanismes nationaux de gestion de l'appareil sécuritaire, mettre en place des politiques de renseignement adaptées, tirées de l'expérience. Il a été rappelé que le renseignement, au-delà des outils technologiques, est d'abord une question humaine. Le renseignement humain donc, doit être mis de l'avant et complété par l'imagerie, la guerre électronique, etc. Mais surtout, doit rester au cœur de l'approche. Placé sous le thème stabilisation des zones de conflit et lutte contre le terrorisme insurrectionnel, dans le Sahel central et le bassin du lac Tchad, les travaux de ce forum ont répondu aux attentes des organisations. Vous avez, au cours de vos débats, renforcé notre conviction que seule une action globale, une approche qui respecte la trinité armée, gouvernement et peuple, trinité chère au président de la République, qui est à même de venir à bout des défis multiples que notre pays doit relever. Je note pour m'en réjouir la convergence de vos recommandations avec les axes principaux du programme de la Renaissance du Niger sur lesquels s'est battue l'action du président de la République, programme qui met l'accent sur le renforcement des forces de défense et de sécurité pour en faire un instrument efficace dans la lutte contre le terrorisme et le crime organisé, ainsi que la consolidation et le renforcement des institutions de la République, des institutions fortes et démocratiques, exclusivement au service des citoyens et qui puissent garantir une stabilité sans laquelle rien de durable ne peut être construit. Enfin, vos recommandations convergent vers cet objectif cher au gouvernement du Niger, qui est la poursuite des efforts de développement économique et social à caractère inclusif, qui lutte contre la pauvreté et le sous-emploi des jeunes, que vous avez si justement identifié comme étant le terreau de l'insécurité et de l'instabilité. C'est sur ces mots, mesdames.
Placé sous le haut patronage du président de la République, ce forum dont les travaux ont duré 2 jours est organisé par la haute autorité à la consolidation de la paix avec l'appui technique du programme des Nations Unies pour le développement PNUD et le soutien conceptuel de l'Institut d'études de sécurité ISS. Comme annoncé, une mission conduite par le chef d'état-major des armées a effectué ce matin une visite dans le canton d'Anzourou, région de Tillabéri, où des bandits armés ont perpétré une attaque ayant fait 13 morts. Précision, Ousmane Sane Abdou et Adine Al-Galas. Ziban Kwarazeno, Ziban Kwarategi et Gadabo, ce sont ces 3 villages de la commune de Sara-Kwara dans le canton d'Anzourou, au nord-est du chef-lieu de la région de Tillabéri, qui ont été hier aux environs de 17h30 encore la cible des hommes armés identifiés comme les mêmes terroristes qui trompent la vigilance des forces de défense et de sécurité pour s'aimer la désolation au sein des citoyens. Venus nombreux sur des motos et sachant que le réseau téléphonique est inexistant ou peu fiable dans la zone, ils ont encerclé les villages, saccagé le CSI, brûlé certaines classes, tirant à bout portant sur toute personne tentant d'entrer ou de sortir des villages et à la fin ont enlevé du bétail, toutes catégories confondues. Les forces de défense et de sécurité, aussitôt informées, ont engagé une poursuite dans cette zone difficile d'accès pour les véhicules. Suite à cet ignoble forfait, le président de la République, Issouf Mahamadou, a dépêché cette mission comprenant le chef d'état-major général des armées, le général Salif Moudi, le gouverneur Ibrahim Tidjani Katialla, le commandant du 2e BIA, madame le préfet de Tillabéri et les responsables des forces de défense et de sécurité au niveau régional et plusieurs autres venus de Niamey. Le bilan se présente comme suit. 6 personnes décédées au niveau de Ziban Kwarazeno, 1 personne au niveau de Ziban Kwarategi et 6 personnes au niveau de Gadabo. Donc 13 personnes ont perdu la vie. Une délégation dans ces différents villages pour présenter les condoléances de son Excellence le président de la République Mahamadou Issoufou, du Premier ministre du gouvernement, du ministre de l'Intérieur, du ministre de la Défense et du gouvernement. Ce qui nous a beaucoup préoccupé, c'est cette escalade de violence, d'insécurité qui se propage au niveau de la région. Du prélèvement de la zakat, des enlèvements de bétail, et aujourd'hui c'est la population civile qui est massacrée. Et le gouvernement ne restera pas les bras croisés. Les dispositions seront prises pour mettre hors d'état de nuire ces bandits sans foi ni loi. Pour la tuerie d'hier, les traces ont été retrouvées et la poursuite a été engagée. Le message est clair, nous leur avons dit qu'ils sont chez eux, ils sont nés ici, grandis ici, ils ont leur champ ici, ils ont leur bétail ici. Et il est hors de question que cette population quitte leur village natal pour se retrouver au bord du goudron. Le gouvernement prendra toutes les dispositions pour les sécuriser. C'est vrai, il est difficile de sécuriser chaque village, mais des patrouilles opérationnelles seront organisées pour apaiser les esprits, pour que la population sache qu'il y a la présence de l'État. Et partout où nous sommes passés, c'est le même message que nous avons fait passer et la population a très bien compris. Abondant dans le même ordre d'idées, le chef d'état-major général des armées, le général Salif Moudi, a dit à ces populations que l'armée sera toujours à leur côté avec une stratégie qui tient au mode opératoire de ces bandits. Aussi, n'ont-elles pas à vouloir quitter leur terroir pour on ne sait où. Elles doivent, ces populations, s'organiser conséquemment afin que les formations arrivent désormais à temps pour parer à ce genre d'événements. Les autres intervenants ont demandé d'éviter les vengeances et autres représailles pouvant mener à une situation que l'on ne pourra maîtriser par la suite. La principale doléance de ces populations reste et demeure une sécurité accrue afin qu'elles trouvent la quiétude. C'est du reste l'intention du gouvernement qui, par cette mission, a voulu donner un signal fort à ces populations. Aussi, la promesse leur a été faite pour que cela soit,
Même si l'on sait qu'il est impossible que chaque village ait une armée, le général Salif Modi, comme les autres intervenants, leur ont fait remarquer que sans leur collaboration, il sera difficile que l'on arrive à les sécuriser. C'est pourquoi les populations doivent apporter un soutien à nos forces de défense et de sécurité dans leur noble mission. Autre aspect de cette édition, le ministre de l'enseignement primaire, représentant le premier ministre-chef du gouvernement, a présidé cet après-midi à Niamey la réunion du comité de pilotage du plan d'action annuel 2021. Une rencontre qui vise à examiner le budget et le plan annuel du secteur de l'éducation et de la formation. Compte rendu Abdelkarim Mamambarmou et Abdoulaye Ali. Ces présentes assises entre les membres du gouvernement et les partenaires techniques et financiers revêtent une double particularité, celle de la dernière avec l'équipe gouvernementale en place, mais également la première qui examinera le budget et le plan annuel du secteur de l'éducation et de la formation. Occasion saisie par la chef de file des partenaires techniques et financiers pour rappeler la nécessité de continuer ce travail avant de souligner quelques réformes importantes de ce plan d'action. Je voulais avant tout saluer le courage des autorités et la clairvoyance pour avoir pris un nombre de décisions stratégiques très importantes, comme par exemple l'adoption du plan de transition du secteur de l'éducation et de formation suite aux résultats marquants de l'évaluation mi-parcours du PSF. Et quand on dit démarche courageuse, ça c'est la démarche des réformes. Des réformes qui ne sont pas toujours simples à comprendre, à expliquer, mais qui sont toujours nécessaires pour permettre à ce que le système éducatif soit à mesure de jouer pleinement son rôle de développement des compétences et de qualification, et donc à pouvoir répondre à cette vision politique des autorités. Donc, qu'il joue ce rôle de développement de compétences, qu'il joue aussi son rôle d'ascenseur social, mais aussi qu'il devienne en même temps plus équitable et plus efficace. En procédant à l'ouverture des travaux, le ministre de l'enseignement primaire a salué la parfaite collaboration entre les différents acteurs du Fonds commun avant de rappeler l'importance du plan d'action annuel 2021. Comme vous le savez, le PSF est un engagement du Niger à apporter des corrections dans son système éducatif par des réformes bien identifiées, notamment sur le plan des statistiques, des études pour la mise en place d'un système d'orientation et de gestion des flux, de l'évaluation de la réforme curriculaire et des travaux relatifs à la carte scolaire. Le PPA 2021 que nous avons élaboré comprend pour chaque ministère un récapitulatif de ses objectifs spécifiques et de ses indicateurs sur 3 années, conformément à la réforme du budget programme. Et ceci constitue la feuille de route pour la nouvelle équipe qui, nous sommes persuadés, va consolider les acquis déjà obtenus et avancer vers l'atteinte des objectifs que nous nous sommes assignés. À noter enfin que ce budget est composé de l'apport de l'État qui est de 85%, du Fonds commun du secteur de l'éducation qui est de 7% et des autres partenaires dont le financement est inscrit dans la loi de finances 2021 à hauteur de 8%.